ce théorème. Voici la dernière vidéo du chapitre où je vais vous montrer comment on peut approcher la loi binomiale par la loi normale. Alors je vous l'ai déjà montré avec la planche de Galton que quand n devenait assez grand, et bien qu'on représentait la loi de probabilité d'une loi binomiale, eh bien ça ressemblait vachement à une courbe en forme de chapeau de Napoléon comme la loi normale. Alors il y a un théorème de Moivre, on l'appelle le théorème de Moivre ou de Laplace, ça dépend dans la littérature. Laplace c'est le nom d'une personne, donc il y a un L majuscule, qui dit que la loi binomiale peut être approchée par la loi normale, où on va remplacer dans la loi normale la moyenne et l'écart type par la moyenne et l'écart type de la loi binomiale. Donc la moyenne de la loi binomiale c'était n fois p, et l'écart type de la loi binomiale c'était racine de n fois p fois q. Alors on peut le faire quand n tend vers l'infini, c'est-à-dire quand n devient très grand, et quand la probabilité de succès et la probabilité d'échec, 1 moins p c'est la probabilité d'échec, ne sont pas trop petits. Je vais revenir là-dessus. En pratique, il faut que n soit plus grand que 30 et que p, la probabilité de succès, soit comprise entre 10% et 90%. Alors avant d'aller plus loin dans la théorie, je vais vous montrer ça avec GeoGebra, ce sera plus clair. Je prends GeoGebra. Ici, j'ai représenté sur GeoGebra une loi binomiale avec n qui vaut 50 expériences. Je vais prendre même n qui vaut un peu moins, je vais en prendre 35. Et je vous rappelle que K, c'est le nombre de succès que l'on veut parmi les n expériences. Donc ici, sur GeoGebra, j'ai pris K qui valait 18. Moi, je peux prendre une autre valeur, on va prendre 16. Et vous avez la probabilité que la variable aléatoire qui donne le nombre de succès parmi les 35 expériences soit égale à 16. C'est ici, dans ce cas-ci, 0,1063. Et ce nombre-là, on le calcule avec la formule de la loi binomiale, je ne vais pas revenir dessus, mais la voilà, je l'ai remise ici. Ici, j'ai pris une probabilité de 40%, donc vous avez 0,4 exposant 16, puisqu'on veut 16 réussites et on veut 35 moins 16 échecs, évidemment, si on a 35 expériences. Bon, alors, ce que j'ai fait aussi dans GeoGebra, c'est, je vais vous le montrer tout de suite, dessiner la fonction f qui est la fonction de densité de la loi normale. Vous voyez qu'ici, normalement c'est 1 sur racine de 2pi fois l'écart type ici au dénominateur, mais l'écart type c'est l'écart type de la loi binomiale, donc j'ai pris racine de n fois p fois q. Et puis normalement ici dans l'expression de la loi normale, je dois avoir x moins la moyenne. La moyenne dans le cas de la loi binomiale, c'est n fois p, donc j'ai écrit ça ici au-dessous. Et on a sigma carré au dénominateur, c'est-à-dire 35 fois 0,4 fois 1 moins 0,4. Je dessine la fonction, vous voyez elle est en rouge, et vous voyez qu'elle colle vraiment bien à ma distribution binomiale. Donc c'est vrai que le théorème que je viens de citer, là, il a l'air de fonctionner puisque on a l'impression que la loi normale, elle colle parfaitement à ma loi binomiale. Alors ça ne marche pas pour n'importe quelle valeur. Par exemple, si je prends P, la probabilité de succès, si je la prends très petite, si je prends moins de 10%, vous voyez qu'il y a un décalage entre la loi normale et la loi binomiale. C'est pour ça qu'il y a des conditions que je donnais dans la théorie. Si je reviens à la théorie, vous voyez ici, j'ai écrit qu'il fallait que la probabilité de succès soit plus grande que 10%. Sinon, eh bien, la loi binomiale, je reviens à GeoGebra, elle n'est pas bien représentée par la loi normale. Donc, je vais me remettre dans un cas où la loi normale représente bien la loi binomiale. Donc, par exemple, quand P vaut 40%. Alors, si je veux calculer la probabilité d'avoir 16 succès parmi 35 expériences avec la loi normale, il faut que je calcule l'aire d'une surface sous la courbe. Bon, ici, comme mes bâtons ils n'ont pas de largeur, je peux difficilement calculer une aire. Donc, ce qu'on va faire concrètement, c'est prendre une intégrale dont les bornes vont être de part et d'autre du nombre qui m'intéresse, donc ici 16, et je vais prendre une largeur égale à une unité. Je vais le faire directement, comme ça on le voit. Donc je calcule l'intégrale de 15,5 jusqu'à 16,5 de ma fonction f et on tombe sur 0,1082. 0,1082, c'est une approximation de ce qu'on trouve avec la loi binomiale. Avec la loi binomiale, la probabilité d'avoir 16 succès parmi 35, eh bien, on sait que c'est 1063.
Vous allez me dire, avec la loi normale, c'est vrai, on a une approximation, mais c'est pas plus compliqué de calculer la loi binomiale avec la formule qui est en haut à droite que de faire une intégrale. Donc pourquoi est-ce qu'on s'amuse à approcher la loi binomiale par la loi normale? C'est surtout intéressant quand on doit calculer des probabilités que x soit plus grand ou plus petit qu'une valeur. Si je veux calculer par exemple la probabilité que x, donc mon nombre de succès, soit plus petit que 16 parmi 35 expériences, il faut que je calcule la probabilité d'avoir 0 succès, plus la probabilité d'avoir 1 succès, plus la probabilité d'avoir 2 succès, plus la probabilité d'avoir 3 succès, 4, 5, 6, jusqu'à 16. Donc je dois faire 17 calculs, donc c'est assez pompant avec la loi binomiale. Par contre, avec la loi normale, je peux faire une intégrale de 0 jusqu'à 16,5 de ma fonction. Et là, je dois faire qu'un seul calcul. C'est ça l'intérêt principal d'approcher la loi binomiale par la loi normale. Si je reviens à ma théorie, je lis la suite. Lorsqu'on donne une approximation de la loi binomiale par la loi normale, on passe d'une distribution discrète à une distribution continue. On introduit donc une correction de continuité faisant correspondre aux valeurs entières de grand X, des valeurs qui sont des entiers augmentés ou diminués de 0,5. Bon, c'est pour avoir une surface, c'est pour pouvoir calculer l'aire d'une surface, c'est ce que je viens d'expliquer avec GeoGebra. Donc pour calculer la probabilité que grand X, qui est ma variable binomiale, soit égal à K, donc dans GeoGebra c'était K qui valait 16, bien avec la loi normale, je vais calculer la probabilité que grand X est compris entre 16 moins 0,5 et 16 plus 0,5, donc entre 15,5 et 16,5. Si je dois calculer la probabilité que grand X, ma variable binomiale, soit comprise entre K1 et K2, eh bien, c'est inférieur ou égal, donc je peux prendre la valeur K1 et la valeur K2. J'ai une variable discrète, je rappelle. Donc, pour ma loi normale, qui est une variable continue, je vais prendre un peu en dessous de K1 et un peu au-dessus de K2, puisque je dois prendre K1 en entier et K2 aussi. Si je veux calculer la probabilité que grand X est strictement plus petit que K, eh bien, comme c'est strictement plus petit que K, je vais calculer avec la loi normale la probabilité que grand X soit inférieur ou égal à K moins 0,5. Je prends un petit peu moins que K. Par contre, si je dois calculer la probabilité que X soit inférieur ou égal à K, comme je peux prendre le K, eh bien, dans la loi normale, je vais calculer la probabilité que grand X est inférieur ou égal à K plus 0,5. Alors si ça vous paraît abstrait comme ça, évidemment, je vais vous montrer ça sur un exemple concret juste en dessous. Je lis l'énoncé. Dans une population bovine, on admet que la robe d'un animal se caractérise par la présence d'un gène dominant grand S, robe unie, ou d'un gène récessif petit s, robe tachetée bleue. J'ai jamais vu de vache bleue, mais enfin, je suppose que ça veut dire noir. Selon la théorie de Mendel, l'accouplement d'animaux hétérozygotes, grand S petit s, entre deux donne 75% de robes unies et 25% de robes tachetées. Donc vous êtes des options sciences, donc ça ne doit pas poser de problème pour vous. On demande de calculer parmi un échantillon de 160 bovins issus de croisements grand S petit s fois grand S petit s, la probabilité que le nombre de bovins ayant une robe tachetée soit compris entre 35 et 50. Donc, pour pouvoir résoudre le problème, la première chose à définir, c'est grand X. Qu'est-ce que c'est ici? Eh bien, grand X, c'est le nombre de bovins ayant une robe tachetée parmi les 160 bovins. Donc, X, c'est le nombre de robes tachetées parmi 160. Donc on répète l'expérience 160 fois, on se pose la question chaque fois qu'on voit un bovin, a-t-il la robe tachetée ou pas? S'il y a succès, si il a la robe tachetée, et on me dit que le succès, donc une robe tachetée, il y a une chance sur 4, c'est 25%. Donc je sais que X suit une loi binomiale avec n expériences qui sont 160 expériences et une probabilité de 1 quart. Qu'est-ce qu'on me demande de calculer? La probabilité que X soit compris entre 35 et 50. Je suppose, c'est pas clairement dit dans l'exemple, mais je suppose que c'est 35 et 50 compris. Donc je vais écrire, on cherche cette probabilité-là, qu'on X soit compris entre 35 et 50.
Si j'utilisais la loi binomiale pour calculer ça, il faudrait que je fasse la probabilité que... c'est x que je dois mettre au milieu. Il faudrait que je calcule la probabilité que x soit égal à 35, plus la probabilité que x soit égal à 36, plus la probabilité que x soit égal à 37, etc., etc., jusqu'à 50. Hein. Alors, si j'approche ça par la loi normale, alors je vais dire que c'est la probabilité, alors il y a une petite correction dont j'ai parlé juste au-dessus, hein, cette correction-là, ici au-dessus, là. Il faut que je prenne 35 moins 0,5, donc 34,5, et que j'aille jusque 50,5. Où grand X suit cette fois-ci une loi normale dont la moyenne va être de combien? Ben, la moyenne, dans le cas de la loi binomiale, c'est n fois p, donc 160 fois 1 quart, donc ça fait 160 fois 1 quart, ça fait 40. Et donc ça, je vais expliquer que c'est 160 fois 1 quart. Et dont la probabilité, l'écart type, pardon, c'est racine carrée de n fois p fois q. Donc, racine carrée de n fois p fois q, ça fait donc racine carrée de 160 fois 1 quart fois 3 quarts. Alors, si je calcule ça, ça donne racine carrée de 30. Oui, 30, racine carrée de 30. Bon, racine carrée de 30, c'est un peu moins de 5, hein? Un peu moins de 6. C'est entre 5 et 6. Bon, donc si je représente ma loi normale cette fois-ci, donc je sais que la moyenne est à 40. Voilà. Je sais que l'écart type, c'est racine de 30, c'est à peu près 5,5. Donc ici, je dois avoir 45,5. Et on me demande de calculer la probabilité d'être entre 34,5 et 50,5. Donc 34,5, ça doit être à peu près ici. Et 50,5, ben, ça doit être à peu près là. Donc ce que je dois chercher, c'est l'aire de cette surface-ci. Hein, donc c'est assez important. Voilà. Alors que vais-je faire? Comment vais-je calculer ça? Évidemment, je vais transformer ma variable normale en variable normale centrée réduite en retirant la moyenne en divisant par l'écart type. Donc 34,5 moins la moyenne de 40 divisé par racine de 30, z, et 50,5 moins la moyenne divisé par l'écart type. Je calcule ça à la machine. Je n'ai qu'à prendre 2 décimales après la virgule, puisque dans ma table, de toute façon, je n'ai que 2 décimales. Et ça va donc me donner pour la gauche moins 1 et pour la droite 1,92. Donc si je représente la loi équivalente mais en Z, donc ici on a Z, au centre c'est 0, on a moins 1 au point d'inflexion, 1,92 ça va donc être à peu près ici, 1,92. La surface de gauche en violet correspond à la surface de droite en violet. Alors, comment vais-je calculer ça? En faisant la différence de deux surfaces. Si je regarde toute cette surface-là, je vais faire en rouge, moins la surface que je vais faire en vert, j'obtiens bien la surface violette. Donc les aires correspondantes, c'est pareil. Je vais remettre ma parenthèse ici. Donc finalement, je dis que l'aire de ma surface violette, c'est l'aire de ma surface rouge, qui est la probabilité que Z soit inférieur ou égal à 1,92, moins la probabilité de ma surface verte, qui est Z inférieur ou égal à moins 1. Alors Z inférieur ou égal à moins 1, on l'a déjà vu dans l'exemple précédent, dans la vidéo précédente. C'est donc la même chose que la probabilité que Z soit plus grand que 1, hein, si je prends 1 de l'autre côté, et donc c'est 1 moins la probabilité d'être plus petit que 1. Donc concrètement, je peux remplacer la probabilité que Z soit plus petit que moins 1 par 1 moins la probabilité que Z soit plus petit que 1. Donc ça me donne la probabilité que Z
soit plus petit que 1,92. J'aurai dans la table moins 1, et puis je distribue le moins et le moins, ça fait plus la probabilité que z soit plus petit que 1. Je regarde dans les tables ces probabilités-là, alors je vais profiter pour cacher ça pour pouvoir écrire ma conclusion. Alors ici, ces deux nombres-là, je peux les trouver dans les tables. Je regarde les tables. 1,92, 1,92, c'est ce nombre-ci, et 1, c'est ce nombre-là. Donc je dois utiliser ces deux nombres-ci dans mon calcul. Ça me donne, donc pour 1,92, ça fait 0,9726, le nombre qui est donné par ma table, moins 1, plus, et la probabilité que z soit plus petit que 1, c'était 0,8413. Je calcule tout ça et ça me donne 0,8139. Conclusion de l'exercice. La probabilité recherchée, eh bien, c'est 81% en approchant. La probabilité recherchée est de 81% environ. Voilà, j'ai fini le chapitre. J'ai vu toutes les lois qu'on doit voir en secondaire.